L'innovation est un mot très répandu aujourd'hui. Il y a beaucoup de désir de développer l'innovation en France. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, l'innovation a été un sujet qui était vu comme une curiosité industrielle. Il fallait que, c'est normal, les entreprises améliorent leurs process, améliorent leurs dispositifs. Ça n'avait pas été perçu comme quelque chose de fondamental pour la compétitivité. Et donc, en plus, il y avait un espèce de préjugé académique. Travailler avec l'industrie, c'était pas terrible. On touchait le monde économique. Je vous donnerai quelques exemples qui vont vous étonner. En 20 ans, le paysage a considérablement changé. La France est en train de s'ouvrir au monde de l'innovation. Elle est beaucoup moins que des pays comme les États-Unis ou Israël, mais quand même, elle est en pleine évolution et il faut qu'on fasse tous, à notre manière, des efforts pour accompagner ce mouvement parce qu'il est porteur de futur. L'innovation, au fond, avant que je rentre plus dans le détail, c'est quoi? Il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation qu'on appelle incrémentale, qui se fait progressivement. Un industriel, il fabrique un matériau, il fabrique un dispositif. C'est naturel, il doit améliorer progressivement ce matériau ou ce dispositif, sinon il est dépassé par des concurrents qui font mieux que lui. Ça, cette innovation est évidemment très importante et il n'est surtout pas question de l'arrêter. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'innovation disruptive qui, elle, est totalement différente, qui ne s'appuie pas sur ce qu'on faisait, mais qui s'appuie sur des connaissances nouvelles, des découvertes scientifiques nouvelles. Et vous voyez, je cite un exemple que vous avez peut-être entendu déjà parce qu'il est tellement facile, la bougie. La bougie a été utilisée pendant des siècles pour s'éclairer. Et donc, chaque année, les fabricants de bougies amélioraient un peu la mèche pour qu'elle fume moins, ils amélioraient la cire pour qu'elle se soit consommée moins vite, moins de fumée, une lumière plus agréable, une durée de vie plus longue. Donc pendant des années, il y a eu des innovations incrémentales de la bougie. Mais vous voyez que ces innovations n'auraient jamais pu conduire à l'ampoule à incandescence. L'ampoule à incandescence venait d'autre chose, du fait que quand on chauffe un corps, il émet des rayonnements électromagnétiques, et si on le chauffe à une température adéquate, les rayonnements électromagnétiques qu'il émet sont dans le spectre visible. Et donc, l'ampoule à incandescence a été une innovation disruptive. Elle s'est améliorée pendant plus d'un siècle, avec des couleurs, des rendus de plus en plus agréables, un rendement qui s'améliorait doucement. Vous voyez que c'était difficile en termes de rendement, puisque par définition, on chauffait. Et donc, on chauffait l'air, on chauffait l'environnement. On a beaucoup amélioré les ampoules à incandescence, mais ça n'aurait jamais pu donner les LED. La LED n'est pas l'amélioration de l'ampoule à incandescence, c'est autre chose. On part d'une physique nouvelle, la physique des semi-conducteurs. On utilise des effets qui sont des effets qui n'existaient pas, qu'on ne connaissait pas. Et donc vous voyez que l'ampoule à LED est en train de révolutionner le monde de l'éclairage. En quelques années, les ampoules à incandescence auront disparu comme les bougies avaient disparu. Donc vous voyez, je vais essayer de vous montrer comment. Vous comprendrez que de par mon passé, ma formation, j'aime l'innovation de rupture parce qu'elle est issue du monde de la recherche et qu'il faut lever les quelques freins qui restent encore pour que la France, qui a une très bonne recherche scientifique, reconnue internationalement, devienne aussi bonne qu'elle pourrait l'être comparée à des pays, comme je disais, comme les États-Unis ou Israël. Alors, je vais vous raconter des aventures, ce sont des expériences personnelles, ça ne va pas être théorique, mais pratique. J'ai eu 4 vies, si je peux dire, elles ont été résumées dans l'introduction. J'étais professeur à l'école de physique et chimie pendant de nombreuses années.
Puis Pierre-Gilles Degène m'a demandé d'en prendre la direction scientifique, ce que j'ai fait pendant 14 ans à ses côtés. Et en parallèle là-dessus, j'ai commencé à déposer des brevets, et j'y reviendrai, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, pour des raisons variées, quand on prend un brevet, quand le brevet ne marche pas ou marche peu, il n'y a jamais de problème. Quand il marche bien, et surtout quand il marche très bien, les problèmes commencent, parce que les gens qui payent, quand ça marche trop bien, ils n'ont plus envie de payer. C'est un sentiment humain, donc ça m'a incité, lorsque c'était possible, à créer mes propres entreprises. Ce n'est pas toujours possible, mais ça l'est souvent. Et donc à mener beaucoup d'expériences avec quelques succès et quelques échecs. Donc je vous raconterai un peu ce qui me semble indispensable pour minimiser le risque d'échec. Vous avez bien compris que je ne dis pas pour éliminer le risque d'échec. Chaque fois qu'on tente une aventure, par définition, il y a un risque d'échec. Le seul moyen de ne pas avoir d'échec, c'est de ne rien tenter. Alors, quand vous avez envie de créer une entreprise, quelle est la première condition? Bien sûr, il faut avoir envie. Si on n'a pas envie, on ne crée pas une entreprise. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Il faut avoir une idée. Il faut avoir une idée. Cette idée, elle est fondamentale, parce que si vous vous contentez de refaire quelque chose qui existe, il n'y a aucune raison que vous gagniez le marché, que vous gagniez des clients. Il y a des entreprises qui existent, elles sont installées, elles ont des usines, elles ont des réseaux de vente. Donc quel est votre atout si vous n'avez pas une idée nouvelle? Donc condition numéro 1, c'est l'idée. Et vous voyez que de ce point de vue, la recherche scientifique est une source d'idées phénoménale. Parce que par définition, la recherche scientifique, elle est à la frontière entre le connu et l'inconnu, et donc toute avancée scientifique dans le domaine de l'inconnu a peut-être des retombées dans le domaine industriel et économique. Donc première condition, l'idée. Deuxième condition, la détermination. Ça ne marche jamais tout de suite. Je ne connais pas un exemple d'aventure où ça a marché. Vous commencez, vous avez de l'enthousiasme, et puis ça marche pas, ça marche pas, puis ça marche pas. Vous travaillez beaucoup, vous vous fâchez avec votre copine ou votre copain parce qu'il ne vous voit plus ou elle ne vous voit plus. Bref, vous traversez une période difficile, donc il faut de la détermination. On reviendra un tout petit peu après. Parfois, il faut être déterminé, mais il ne faut pas être têtu. La nuance est extrêmement subtile. À quel moment faut-il dire « je jette l'éponge parce que ça ne marchera pas » ou faut-il dire « je persévère jusqu'à ce que ça marche ». Je donnerai des exemples, c'est très difficile, il n'y a pas de règle absolue. Maintenant, un élément extrêmement important que je vais vous illustrer par une anecdote. Quand j'étais professeur, je prenais des stagiaires dans mon laboratoire. Et j'avais pris une jeune stagiaire, une élève de l'école, à qui j'avais confié un stage assez facile. On faisait beaucoup de physique du solide à l'époque et j'avais besoin de faire un transducteur ultrasonore, donc de convertir des ondes électromagnétiques en ondes de vibration mécanique pour sonder la matière. Et ça existe évidemment, les transducteurs, depuis très longtemps, mais je voulais qu'elle fasse un transducteur qu'on appelle capacitif. Vous savez que dans un condensateur, vous avez 2 électrodes séparées par un isolant. Si vous mettez un champ électrique, ça crée une pression électrostatique qui est le carré du champ. Donc si vous avez un champ statique plus un champ alternatif, vous avez une composante mécanique de vibration. Ce sont des équations qui tiennent en 2 lignes, il n'y a aucun problème. Le premier soir, elle vient à mon bureau, elle me dit « j'ai rien vu ». L'expérience était très simple, il fallait émettre une impulsion, puis écouter les échos, voilà, sur un oscilloscope, c'était un appareil qu'on utilisait à l'époque. Et donc, elle me dit « j'ai rien vu ». Bon, normal, elle apprend.
Le deuxième soir, elle vient me voir, elle me dit j'ai rien vu. Elle me dit c'est normal, elle apprend. Le troisième soir, elle me dit j'ai rien vu. Elle me dit j'ai peut-être pas tiré le gros lot. Pas gentil. Le quatrième soir, je lui dis écoutez, je vais vous montrer comment on extrait un signal du bruit. Je descends au laboratoire, je lui dis, vous voyez, vous avez l'oscilloscope, vous avez du bruit, vous allez jouer sur les réglages, puis à un moment, vous voyez apparaître le signal, et là, vous ajustez, il apparaît. Et tout en parlant, évidemment, j'essaye d'ajuster les réglages, j'ajuste, et je ne vois rien. Évidemment, l'enseignant ne veut pas montrer trop rapidement que... Donc je fais semblant d'un, je lui dis, je parle pour accompagner le débat. Et puis je commence à être légèrement stressé et je sens qu'elle se détend. Il y avait un phénomène de vase communicant. Plus mon stress montait, plus le sien baissait. Et puis, je ne vois rien. On a passé la nuit ensemble, au laboratoire. Si. Je lui dis, il y a quelque chose de bizarre dans ce truc, ce sont des équations de lignes, on n'est pas dans de la théorie compliquée. On a passé toute la journée du lendemain à travailler, puis on travaille, on ne voit pas de signal. On n'a pas jeté l'éponge. Pourquoi ? Parce qu'en science, il n'y a pas de miracle. On a des équations, il faut trouver, est-ce qu'il peut arriver que les conditions expérimentales sortent des hypothèses qui ont conduit à ces lois, mais en tout cas, dans des circonstances données, on doit retrouver. On a travaillé et puis on a finalement vu le signal, on l'a embelli, développé et on a compris. On a compris que les isolants qui étaient dans notre condensateur se polarisaient exactement comme un aimant, se magnétisent et donc le matériau crée un champ qui s'opposait à notre champ, aux interfaces. Donc c'était normal qu'on voyait zéro. Le champ électrique qui, au carré, devait créer la pression, valait zéro. On était très content d'avoir fait cette grande découverte, jusqu'au moment où on a réalisé qu'elle avait été faite un siècle plus tôt. Grandeur et décadence. Et elle avait été faite par un mathématicien anglais, Heaviside, qui est très connu par une fonction qu'il a créée, la fonction de Heaviside. Et non seulement il avait imaginé la polarisation des isolants, mais il avait même donné un nom, par analogie au magnet, l'aimant en anglais, il avait appelé ça electret, l'électret qui crée un champ électrique. On venait de redécouvrir les électrets, sauf que pendant un siècle, les matériaux avaient changé. Et ce qui n'était pas possible à l'époque où il avait fait ses découvertes, avec les polymères, avec les matériaux à propriété électrique très raffinés qu'on commençait à savoir faire, il y avait un champ d'application nouvelle. On a commencé à breveter des applications. La première était le microphone à électret. Ça nous a semblé une application géniale. Les microphones, à l'époque, étaient soit vieillots, tous les téléphones étaient équipés de microphones qu'on appelait à charbon. C'était vraiment une technique qui datait de plus d'un siècle. Un peu de microphones dits électrodynamiques, et puis, à part ça, il y avait des microphones professionnels à condensateur, haut de gamme, très chers. J'ai fait une première erreur. J'ai essayé de convaincre le centre de recherche du plus gros industriel français de l'électronique de l'époque, qui était tout près d'ici. Et ils ont étudié l'invention, il n'y a pas longtemps, pendant 3 jours, et puis ils m'ont dit ça a l'air bien, mais bon, pas terrible. Première erreur, que je vous dis tout de suite, si vous avez une idée géniale, n'allez pas voir le centre de recherche du grand industriel. Allez voir, qui aurais-je dû aller voir ? Les gens de la vente et du marketing des microphones du groupe, parce qu'eux auraient eu un nouveau produit génial à vendre,
Alors que le centre de recherche, c'était un peu embêtant. J'apportais un produit qu'eux auraient dû inventer. Donc ils n'avaient aucun intérêt à le pousser. Vous voyez, une erreur basique. J'ai eu une chance folle. J'ai un monsieur d'un certain âge, un industriel, un petit industriel français, très dynamique, qui avait fait une très belle carrière, vient me voir, et il me dit, Monsieur Wiener, c'est génial, votre truc a l'air génial, vous apportez votre idée, moi j'apporte l'argent, et on crée une boîte ensemble. Le rêve, un jeune chercheur, vous voyez un salaire de chercheur, on crée une boîte ensemble, et comme on a de l'ambition, on l'appelle l'Electret français. Tout pour réussir. Une technologie bonne, un industriel, de l'argent. Eh bien, dans un temps record, j'ai réussi à la planter. Pourquoi? Parce que j'ai cru que je pouvais tout faire seul. Je n'avais pas compris à l'époque l'importance de l'équipe. Quand vous avez un projet, l'équipe est fondamentale. Pourquoi? Parce que vous avez des compétences dans un domaine, vous ne les avez pas dans tous les domaines. Et donc, être plusieurs, c'est un moyen de combiner des compétences pour arriver à un but commun. Alors, comment choisir un membre de l'équipe? C'est extrêmement difficile parce que c'est comme dans la vie. Vous avez un compagnon, une compagne, un mari, une femme. Au début, tout va bien, puis parfois, ça ne va pas bien. Donc, c'est exactement le même problème. Mais ce qui est sûr, ne faites pas quelque chose avec quelqu'un qui ne vous plaît pas. Ça, c'est la règle de base. Si vous ne plaît pas au départ, il y a peu de chances que ça s'améliore. Si vous vous plaisez au départ, peut-être que ça ira jusqu'au bout, peut-être, mais si vous ne vous plaisez pas, c'est mal parti. Donc, la notion d'équipe. Autre notion extrêmement importante, surtout s'il y a des valorisateurs dans la salle, ne négligez pas le chercheur. Le chercheur, c'est celui qui a la connaissance. Et la connaissance n'a pas de prix. Il peut être embêtant, le chercheur, il est parano, il va avoir peur qu'on lui vole son invention, il s'estime plus intelligent que tous les autres. OK. Mais ne le négligez pas. Je vous donne un exemple pour vous illustrer ce que je veux dire en ne le négligeant pas. Donc notre aventure de l'Electret français avait raté. Finalement, on a fait un accord avec un fabricant japonais. Juste pour vous dire quand même que les micro-électrets n'étaient pas une mauvaise idée. Au pic, ça a redescendu après, puisqu'une technologie concurrente est arrivée. Au pic, ils fabriquaient 500 millions de microphones par an. 40 et quelques millions par mois. Donc, vous voyez que c'était un vrai business. On avait eu une autre idée qui était, on vivait une grande transformation qui était le passage des machines à écrire. Donc, dans une machine à écrire, le clavier, c'était à la fois un capteur ABCD et un actionneur. Il tapait, un marteau tapait sur un ruban carboné. Avec l'arrivée des ordinateurs, on a découplé les deux fonctions. Le capteur est devenu le clavier et l'actionneur pouvait être une imprimante ou même pas d'actionneur, simplement un enregistrement, un écran, etc. Et le besoin en clavier a explosé. Et on s'est dit, génial, on va faire des claviers à électrets. Pourquoi? Parce que si on est capable de faire un micro qui détecte le son, la pression exercée par un doigt est tellement plus considérable, ça va être évident. On a pris des brevets, on a trouvé un industriel. Un jour, je suis chez l'industriel et il me dit, pour voir comment ça avançait, il me dit ça marche super bien, vos claviers sont super bien, ils sont moins chers que la concurrence, tout ça. Et puis au moment où il me raccompagne à ma voiture, il me dit, évidemment, ce serait encore mieux s'il n'y avait pas d'électret. Puis on se met à rigoler tous les deux. Je lui vends un clavier à électret et il me dit que ce serait mieux s'il n'y a pas d'électret. Bon, très drôle blague. Bon.
Je suis dans la voiture pour revenir à l'école et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a mis un électret? J'appelle l'étudiant qui travaillait en thèse avec moi et je lui dis, Claude, pourquoi est-ce qu'on a mis un électret? Il me regarde en s'affolant, il fait sa thèse là-dessus, il se dit, il est en train de péter les plombs. Je lui dis, on a mis un électret parce que depuis des mois, on travaille sur les électrets, on pense qu'à ça. Mais maintenant, on connaît la technologie des claviers. On peut faire la même chose sans électret. Ce sera moins cher et ce sera plus fiable, puisqu'il y a un composant en moins. On prend un brevet sans électret, on fait des protos, ça ne marche pas très bien. On fait une amélioration, ça ne marche pas très bien. Et on prend un autre brevet qui marche super bien. Ça a été l'un des 2 claviers qui ont équipé les premiers IBM PC. Donc, des quantités très importantes. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Imaginez qu'on ait donné notre brevet au service valorisation et que le service nous ait dit « Merci pour votre invention, maintenant retournez jouer dans votre laboratoire ». L'industriel aurait fabriqué le premier clavier et quelqu'un d'autre aurait eu l'idée « mais supprimons-le ». Le chercheur, il a la connaissance, donc c'est inestimable son apport. Alors parfois le chercheur, je raconte des anecdotes, certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, il faut le contrôler le chercheur, parfois il est un peu difficile. J'avais Georges Charpak dans mon laboratoire. Avant qu'il ait le prix Nobel, il était déjà un très grand scientifique, mais c'était un homme extraordinaire, mais il n'avait pas le sens des affaires. Et on avait créé une société avec lui pour faire de l'imagerie médicale faible dose. Et on n'arrivait pas à lever de fonds, parce que chaque fois, il me tuait la levée de fonds. Et je lui avais dit, Georges, s'il te plaît, ne viens pas, j'ai un bon contact dans une banque, ne viens pas. Et je montais le contact, ça se passait très bien, une banque très connue du boulevard Haussmann. Et puis un jour, je lui dis, c'est bon, ils sont prêts à y aller. Et il me dit, amène-moi. Je lui dis, Georges, il me dit, je te promets, je ne dirai rien. Je lui dis, je sais que je fais une erreur, mais viens. La matinée se passe merveilleusement. La blague, ils auraient eu leur carnet de chèques, pratiquement, ils nous finançaient. Ils nous invitent à déjeuner au restaurant des chefs, dans la banque, tous les murs en chêne ancien, maître d'hôtel, des mets délicieux et des vins délicieux. Et je vois Georges qui se détend. Et moi, je commence à stresser à mort, malgré les vins et tout. Et puis, je le surveille. Et à un moment, il n'en peut plus. Il explose, il dit, je suis tellement content, on va faire des choses ensemble, on a plein d'idées, vous avez de l'argent, on va faire plein de choses. D'ailleurs, tout ce que vous a dit Jacques ce matin, oubliez, j'ai beaucoup mieux. Inutile de vous dire qu'ils ne nous ont pas financés. Donc parfois le chercheur, il faut le contrôler. Autre recommandation forte, il faut prendre des risques. Au fond, quel est l'avantage? Pourquoi une start-up va réussir là où un grand du domaine ne réussit pas? Pour une raison simple, c'est que le grand, il est emprisonné dans des procédures et des intérêts personnels. Plus on monte dans une grande entreprise vers la pyramide, évidemment, moins il y a de place au-dessus. Donc, à un moment, les barons n'ont plus qu'une idée, comment je vais monter. Et donc, tout ce qui peut leur faire prendre des risques, c'est pas bon, parce que si ça rate, ils sont cuits. Donc, la PME, la start-up, au contraire, elle, tout le monde rame dans le même sens. Ça veut dire qu'il faut accepter de prendre des risques. Alors, prendre des risques, ça veut dire qu'il faut accepter qu'il peut y avoir des échecs. Et il y en a. J'ai eu des échecs, je vous ai cité l'électret français, j'en ai un autre échec. L'électret français, c'était parce que j'ai été débile. L'autre exemple d'échec, je ne le regrette pas,
on a tenté, on a fait le premier livre électronique avec Jacques Attali et Marc Vasseur. Et les gens ne savaient pas ce que c'était, ils ne comprenaient pas ce que c'était qu'un livre électronique. La FNAC ne savait pas si elle devait le mettre au rayon des livres où personne ne venait acheter un truc qui ressemble à de l'électronique. Et au rayon de l'électronique, personne ne venait acheter un livre. Donc voilà un échec. Alors, l'entreprise n'est pas morte, elle a changé de nom. C'est un de mes anciens élèves qui était le directeur technique de l'entreprise qui l'a repris. Elle existe toujours sous le nom de Bookin. Mais ce n'est pas l'iPad, ce n'est pas Amazon Kindle, c'était bien avant, c'était trop tôt. Le marché n'était pas né. Voilà un échec que je ne regrette pas. On a tenté une aventure, on n'a pas réussi. Il faut savoir mélanger les cultures. Vous voyez que le mélange de cultures, c'est par définition enrichissant. Vous prenez un médecin, un chirurgien, vous le mettez avec un physicien, un informaticien, un roboticien, ben ils vont inventer des trucs nouveaux, c'est évident. Parce que dans sa pratique quotidienne, le chirurgien va avoir un geste qu'il a appris à l'école, qu'il a amélioré avec sa pratique, mais peut-être qu'un ingénieur avec lui va lui dire « mais attends, je te corrige ton instrument, ça va être beaucoup plus précis, bien mieux, ton tremblement va être atténué. » Autrement dit, le mélange des cultures est à coup sûr enrichissant. Donc, essayer de mélanger ça, c'est toujours un gain. Et on a évidemment des opportunités extraordinaires avec la biotech, la médecine actuellement, où il y a une convergence entre la physique, la chimie, la biologie, avec des outils comme l'informatique, les données qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Autre recommandation, déposer des brevets. Il y a des domaines dans lesquels ce n'est pas possible. Les services, c'est très difficile dans les services de déposer un brevet. Par contre, dès que vous touchez les matériaux, le matériel, les dispositifs, alors les brevets ont toute leur justification. Pourquoi le brevet est important? Pour deux raisons. La première raison est une raison évidente. Le brevet vous donne un monopole. Ça veut dire que vos produits vont être vendus au prix que le consommateur est prêt à le payer et non pas au prix qui vous est imposé par la concurrence. Ça change tout. Personne dans cette salle n'a connu l'époque où les photocopieurs fonctionnaient avec du papier photo. Donc, ça ressemblait aux machines d'aujourd'hui, sauf que c'était du papier photographique avec à l'argent, des sels d'argent. Il y avait des bains chimiques dedans. Vous mettiez votre document à photocopier, vous faisiez un négatif, vous preniez le négatif, vous le mettiez sur l'écran et vous faisiez autant de positifs que vous vouliez. Vous voyez que ce n'était pas la joie, mais c'était un photocopieur. Tous les gens sur leur table, ils avaient des petits poids, parce que comme la feuille, en sortant, elle était essorée par des rouleaux compresseurs comme en photographie, elle avait tendance à s'enrouler sur elle-même. Donc tout le monde mettait des petits poids aux quatre coins pour qu'elle soit bien à plat. Quand Carlson a eu l'idée de faire des images sans sel d'argent, il a été voir Kodak. Il a fait la même erreur que moi avec l'électret. Il a été voir Kodak. Les gens ont rigolé en disant « Il veut faire de la photo sans sel d'argent ». Heureusement, il a trouvé un institut américain, Battelle Institute, qui lui a dit « Votre invention est géniale, je vous aide à la développer ». Ils ont racheté une petite société qui faisait des plans d'architectes et Haloid Corporation, et c'est devenu Xerox. Pendant 20 ans, personne, pas même IBM, n'a osé concurrencer Xerox parce que les brevets Xerox interdisaient à quiconque d'y aller, les brevets de Carlson. Et donc, deux enseignements.
Xerox a eu une période d'or parce qu'ils ne vendaient pas leurs photocopieurs. Ils vous les mettaient à disposition et vous deviez payer par copie. Mais vous étiez d'accord, parce que c'était tellement mieux que le film photographique légèrement humide et qui s'enroulait et tout, que le consommateur, il était d'accord pour payer. Donc vous voyez, l'intérêt du brevet, le monopole. Alors, est-ce que ce monopole, on l'a facilement? Non. On ne va pas vous donner un monopole si vous n'avez pas contribué au progrès. Il y a 3 conditions pour obtenir un brevet. Première condition, ce que vous voulez protéger doit être nouveau. Nouveau. C'est-à-dire que toute antériorité détectée rend impossible le dépôt de votre brevet, l'obtention de votre brevet. Deuxièmement, et ça c'est un critère objectif, c'est nouveau ou c'est pas nouveau. Deuxième critère, c'est l'inventivité. Votre brevet doit être inventif. On ne va pas vous donner un brevet pour un truc évident. C'est subjectif. Est-ce inventif, pas inventif? Troisième critère, ça doit être industriel. On ne peut pas breveter un théorème mathématique. Il y a un quatrième critère, mais lui, il est toujours facile à résoudre. Ça doit respecter la loi et ne pas être contraire aux bonnes mœurs. Bon. J'ai un étudiant, il y a 2 ans, il est venu me voir, il avait inventé un sextoy. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit, je ne l'ai pas essayé, et ce n'est pas adapté pour moi. Mais je me suis renseigné, le marché, il y a un marché important. Donc, je lui ai dit, essayez de le protéger, mais n'intitulez pas votre brevet sextoy ou dispositif pornographique, intitulez le dispositif de bien-être. Donc, l'objection, cette 4e objection, jamais je l'ai vue opposée. Donc, les 3 critères, par contre. Le brevet, donc, va vous protéger. Vous allez travailler comme une bête, jour et nuit, pour mettre au point un procédé, un dispositif, un matériau. Vous sortez votre truc, tous les concurrents le regardent, ils se disent son truc est génial, ils vous copient. C'est complètement contre l'éthique. Et le brevet vous protège de ça. Donc c'est tout à fait excellent. La deuxième raison pour laquelle le brevet est très important, un jour, si votre boîte marche, vous allez chercher à lever des fonds. Donc vous allez vous adresser à des investisseurs qui vont commencer à regarder votre projet. Est-ce que vous avez une bonne tête? Est-ce que le projet a l'air bien? Et puis, celui qui défend votre dossier chez l'investisseur, il faut bien qu'il présente quelque chose au comité d'investissement. Donc il va demander un audit. Donc l'audit va porter sur vos comptes, vos biens, tout ça. Vous n'avez rien, vous êtes une start-up. Sauf si vous avez des brevets. Si vous avez des brevets, l'auditeur va dire « J'ai constaté qu'il y a 3 brevets, il a payé les annuités, tout est en ordre, le truc est bien. » Et donc vous voyez que le brevet est un outil non seulement pour vous protéger, mais également pour vous aider à lever des fonds. Alors, je vous disais, le champ s'ouvre vraiment en France maintenant. Ça a été difficile, la réglementation était compliquée, tout était difficile. Maintenant, ça devient facile. Appuyez-vous tant que vous pouvez sur la recherche scientifique, les laboratoires. Vous avez la chance d'être dans des écoles où il y a de bons laboratoires, où il y a des accès, où vous avez des scientifiques qui peuvent vous conseiller et vous guider. C'est un atout extraordinaire. Vous voyez, quand vous faites un service de livraison de pizza un peu plus rapide que le concurrent, je ne dis pas que vous n'aurez pas de succès, mais ça n'a rien à voir comme impact avec une innovation que vous allez transformer d'une découverte scientifique en un produit ou un projet industriel. Donc vous avez des atouts absolument formidables. Eh bien, je vous souhaite de les utiliser au maximum et de réussir dans vos projets.
Merci pour votre attention.